À quel moment avez-vous réalisé que vous sortiez avec un idiot? Histoire 1. Il travaillait avec des enfants ayant des besoins spéciaux et faisait du bon travail. Il était généralement bien intentionné. Il voulait devenir le plus grand expert mondial de l'autisme. Très bien, beau pour lui. Je l'ai donc emmené à la bibliothèque de mon université, où il a passé une journée entière à copier un manuel sur l'autisme, ligne par ligne. Je lui ai demandé comment ça se passait, et il m'a répondu super. Puis nous avons eu une conversation où je lui ai expliqué que pour devenir un expert mondial en autisme, il ne suffisait pas de lire et copier des livres. Il fallait faire des recherches, être vraiment impliqué dans le domaine et obtenir une formation formelle. Après ce jour à la bibliothèque, il n'y est jamais retourné. Je ne lui avais pourtant pas interdit d'y aller. Il avait juste perdu tout intérêt. Il faisait souvent ça. Il se passionnait pour un sujet du jour au lendemain, puis l'oubliait le lendemain. Cela lui est arrivé avec le poker après avoir regardé le film Les Joueurs, Rounder. Il vivait avec plusieurs colocataires qui ne l'aimaient pas, mais il ne s'en rendait absolument pas compte. Il me demandait souvent pourquoi j'étais avec lui. Il a organisé une soirée poker immédiatement, puis a perdu tout son argent. Il était très pauvre, donc il a perdu environ $100. Je lui ai interdit de prendre des prêts pour continuer à jouer. Le lendemain, c'était déjà oublié. Même chose avec l'escalade libre après avoir regardé Mission Impossible, où Tom Cruise escalade une falaise sans corde. Je lui ai dit qu'il devrait essayer le parachutisme sans parachute à la place. J'en avais vraiment marre à ce stade. Il a rigolé et a immédiatement oublié. Son grand rêve, et celui qui a duré le plus longtemps, était de devenir courtier en prêt hypothécaire. Son père en était un et avait beaucoup de succès. Mais il n'arrivait tout simplement pas à faire les calculs. Il devait suivre un cours, et j'ai essayé de lui apprendre les formules, mais il n'y arrivait pas. Un jour, alors que nous faisions des exercices, il s'est tourné vers moi avec un air exaspéré et m'a demandé « Pourquoi les chiffres changent-ils » Comme si les chiffres d'une formule ne devaient jamais varier d'un exercice à l'autre. Mais ce n'était pas la chose la plus stupide. Le fait qu'il pense que le ciel était une grande couverture, sans avoir aucune connaissance de l'espace, du Soleil et de la position de la Terre dans le système solaire, me paraissait encore plus préoccupant. Pour ceux qui se posent la question, non, il n'avait pas une personnalité charmante. Il n'était pas particulièrement attirant. Il était parfois gentil et bien intentionné, mais seulement quand il le voulait. Avec le temps, il est devenu de plus en plus contrôlant. Il voulait diriger chaque aspect de ma vie. Comme j'avais une faible estime de moi, je pensais que c'était de ma faute et qu'en étant meilleur, il finirait par mieux me traiter. Ce n'était pas le cas. Les choses prenaient une tournure physique, alors je suis partie. Il m'a suivi quelque temps à cause d'un déménagement naturel, mais comme j'ai dû changer de ville pour mes études, j'ai pu me faire discrète et il m'a laissé tranquille. Heureusement, tout cela s'est terminé il y a 15 ans. Depuis, je me suis mariée et je suis très heureuse avec son exact opposé, un homme extrêmement intelligent et au grand cœur. Histoire 2. Je sortais avec une fille depuis quelques mois et c'était la période de Noël. Ce n'était pas une relation très sérieuse, mais suffisamment pour que je lui achète un cadeau. J'ai trouvé quelque chose de parfait pour elle, en lien avec un événement drôle impliquant mon chat et elle. J'ai donc fait le cadeau de la part du chat. Je pensais que c'était mignon et qu'elle ferait le lien. Au lieu de ça, elle s'est énervée parce que mon chat lui avait offert un cadeau et pas moi. J'ai cru qu'elle plaisantait. Pour ne rien arranger, nous étions chez ses parents, et ils l'ont soutenue. L'ambiance est devenue très gênante et j'ai compris que ça ne pourrait pas marcher entre nous. Histoire 3. Elle prétendait avoir un doctorat en théologie. Un doctorat. Je lui ai donc demandé quel était son mémoire de master et de quoi parlait sa thèse. Elle m'a regardé comme si je parlais une langue inconnue. Elle insistait sur le fait que c'était une vraie formation. Elle se mettait en colère si ses amis ne l'appelaient pas docteur en la présentant. Elle tenait un registre des mots et des couleurs qu'il ne fallait pas utiliser en sa présence. Son domaine d'expertise prouvait que ces mots et ces couleurs dégageaient de la négativité et engendraient le mal, causant du tort, etc. L'un des pires aspects était de rencontrer ce groupe étrange d'amis qu'elle avait, qui croyaient tous à ces absurdités. C'était comme si cette folie était contagieuse et pouvait se propager. Je pourrais parler de cette courte relation pendant des heures. Les absurdités auxquelles cette personne croyait ou qu'elle inventait étaient stupéfiantes. Et à côté de ça, il y avait des concepts parfaitement logiques qui lui semblaient totalement étrangers. Elle ne pouvait tout simplement pas les comprendre, comme la différence entre le spectre lumineux des couleurs et les pigments de couleur. Histoire 4. Au lycée, je faisais partie d'un programme extrascolaire après les cours. Une section de ce programme était presque exclusivement composée de filles. J'ai fréquenté une fille de ce groupe tout au long du lycée. J'allais à tous leurs événements et j'aidais quand je pouvais. Je me suis toujours demandé pourquoi aucune des autres filles,
ni leurs parents, ne me parlaient vraiment. Juste avant notre diplôme, je lui en ai parlé, et elle m'a avoué qu'elle leur avait dit que j'étais violent physiquement et verbalement tout le temps. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle m'a répondu que c'était pour que personne ne me prenne loin d'elle. Je l'ai quittée peu de temps après. Histoire 5. J'ai rencontré cette femme sur un site de rencontre. Nous avons discuté au téléphone, avons rapidement passé nos tests respectifs et avons convenu de nous voir pour déjeuner, visiter une galerie d'art et prendre un verre. Elle était très belle, mais elle n'était pas du tout engageante. Elle parlait de sujets très superficiels sans vraiment de profondeur. Elle ne m'a posé aucune question sur ma vie, mon métier, rien de personnel, et elle ne savait même pas qui était le Premier ministre de notre pays alors qu'il était en poste depuis une décennie. Le moment choquant est venu quand j'ai voulu tester si elle écoutait vraiment ce que je disais, car j'avais l'impression qu'elle ne le faisait pas. Alors, j'ai glissé dans la conversation. J'ai été accro à l'héroïne pendant 5 ans et je suis sobre depuis 1 an. Elle a réagi sans broncher, comme si je lui parlais de ma couleur préférée. Elle a juste répondu « Oh ouais ». Chaque fois qu'elle donnait une opinion, elle terminait par « littéralement d'accord » et attendait que je réponde oui ou non. Elle a aussi parlé de choses inappropriées sur la vie intime de ses parents dès le premier rendez-vous. Puis, elle m'a dit qu'elle était un « bébé bleu ». N'ayant jamais entendu ce terme, je lui ai demandé ce que ça signifiait. Elle m'a expliqué qu'elle avait été privée d'oxygène à la naissance pendant un certain temps. Et là, tout s'est éclairé. Elle était très attirante, avec un corps magnifique. Elle voulait venir chez moi. Mais j'avais vraiment l'impression d'avoir affaire à quelqu'un avec des difficultés cognitives. Ce fut notre premier et dernier rendez-vous. J'ai eu de la peine pour elle, car un jour, quelqu'un finira par profiter d'elle. Histoire 6. C'est arrivé hier soir, et j'en suis encore bouleversée. Nous sommes arrivés à un rond-point et avons été les premiers à assister à un accident de voiture très violent qui venait de se produire. C'était entre une voiture de police et une voiture avec 2 jeunes femmes à bord. Tous les airbags étaient déployés, et la voiture des filles était complètement détruite. Nous nous sommes arrêtés et avons vu le policier rouler hors de son siège. J'ai immédiatement appelé le 911 pour demander une ambulance. Le policier semblait aller bien et est allé voir les jeunes filles, qui hurlaient de douleur et étaient clairement blessées. Très vite, nous avons entendu des sirènes, et plusieurs autres voitures de police sont arrivées sur les lieux. Nous avons pensé qu'il valait mieux partir pour ne pas gêner les secours. Mais voici la partie étrange. Nous sommes remontés dans notre voiture et j'ai dit à mon copain qu'il avait le temps de se réinsérer dans le rond-point, maintenant embouteillé. Sa réponse ? Attends, je fais un post Snapchat. J'étais sous le choc. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? On doit dégager avant que ça devienne trop chaotique. Ce n'est pas le moment. Puis, j'ai vu son post. C'était une vidéo de l'accident, suivie d'un plan sur lui, souriant, disant « Regardez ça, même les flics ont des accidents. » Pour préciser, nous ne sommes pas restés longtemps sur place. Mais pendant que j'étais en train de vérifier l'état du policier, que les filles criaient de douleur et que l'agent tentait de les sortir de la voiture, mon copain, lui, était occupé à faire une vidéo pour ses réseaux sociaux. Ah oh. Mon copain enregistrait cette vidéo. J'ai trouvé cela incroyablement insensible, pour dire le moins. 2. Je l'ai confronté sur le fait que son premier réflexe ait été de sortir son téléphone et de filmer. Nous sommes rentrés chez nous en silence cette nuit-là, et je ne sais toujours pas quoi dire pour aborder ce comportement enfantin. Histoire 7. J'ai fréquenté un homme manipulateur et horrible pendant un certain temps, qui se cachait derrière son interprétation étrange de la Bible. Je peux faire tout ce que je veux tant que je demande pardon après. Je ne peux pas aller en enfer quoi qu'il arrive, parce que je suis sauvée. Un jour, nous avons eu une conversation sur le fait qu'il laissait ses amis me maltraiter, et que je ne voulais plus passer du temps avec eux. C'était juste une discussion saine, dans une relation normale, où on essaie de se faire comprendre. Je lui ai dit que si je voyais des gens le maltraiter, je prendrais sa défense, parce que je tenais à lui. Il a répondu, mais je ne suis pas toi. Juste parce que tu fais pipi assise ne signifie pas que je dois faire pipi assis. À cet instant, j'ai compris dans quoi je m'étais embarquée et j'ai immédiatement mis fin à la relation. Et pour info, je l'avais déjà vu faire pipi assis. Juste une précision. Histoire 8. Il y a plusieurs années, je sortais avec une fille et nous regardions un film en mode found footage sur Netflix. Le film était clairement monté. Chaque plan respectait la règle des tiers de manière exagérée. Chaque selfie shot était impeccablement cadré. Et il y avait des tonnes de moments où les personnages fuyaient pour sauver leur vie, mais arrivaient malgré tout à garder la caméra parfaitement centrée sur eux. À mi-chemin, elle m'a dit qu'elle adorait ces films parce que c'étaient des images réelles. J'ai cru qu'elle plaisantait. Jusqu'à ce que je réalise qu'elle était sérieuse.
Il m'a fallu une demi-heure de recherche sur IMDb et Wikipédia pour qu'elle comprenne enfin comment fonctionne le cinéma. On a fini par rompre peu de temps après pour une raison totalement différente impliquant des animaux qui parlent. Donc, cette relation n'était tout simplement pas faite pour durer. Histoire 9. Mon amour de lycée, avec qui je suis restée 4 ans. Il y a eu de nombreux moments où il s'est comporté de manière atroce, mais je vais en choisir un seul. À chaque fois que nous allions au restaurant, il avait une manie exaspérante. Avant de partir, il commandait un verre d'eau, mettait une serviette dessus, le retournait et le laissait ainsi sur la table, de sorte que lorsqu'un employé venait débarrasser, l'eau se renversait partout. Il trouvait ça hilarant. Moi, je trouvais ça incroyablement immature et agaçant. Des années plus tard, j'avais eu mon deuxième enfant et j'étais sortie avec ma belle-sœur et ses amis pour un week-end à la plage, près de la maison d'été de la famille de mon ex. On entre dans un restaurant, et qui est là en train de travailler? Mon ex. Il nous installe à une table, nous apporte nos plats, puis tire une chaise pour s'asseoir à côté de moi et discuter. Tout allait bien, jusqu'à ce que je mentionne mon fils nouveau-né. D'un coup, il devient sarcastique et commence à balancer des remarques désagréables, comme « Je suis surpris que tu ne lui aies pas donné un prénom de célébrité. » Puis « Je suis content de ne pas avoir eu d'enfant avec toi, je veux que mes enfants aient les yeux bleus. » Bon, j'ai offert de payer le pourboire. D'abord, je lui ai demandé un verre d'eau. Puis, j'ai vidé toutes les pièces de monnaie et tous les billets d'1 $ que j'avais dans mon sac et les ai mis dans le verre. Ensuite, j'ai posé une serviette dessus. Histoire 10. J'ai été en couple avec un homme pendant 7 ans. Relation à distance, mais seulement 1 heure de route, donc rien d'insurmontable. J'avais toujours su qu'il gérait mal son argent, qu'il avait un mauvais crédit et qu'il n'était pas très responsable. Mais je n'avais pas compris à quel point, jusqu'à cette fameuse semaine où sa voiture a été saisie. Il s'est fait expulser. Son identité a été volée. Parce qu'il avait donné sa déclaration d'impôt à un gars rencontré dans un bar, qui prétendait être comptable. Je précise que cet homme avait 40 ans. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait penser qu'il était idiot. Quand il m'a dit qu'il retournait vivre chez sa mère, je lui ai proposé d'emménager avec moi. Contrairement à lui, je suis très bonne avec l'argent et j'ai un travail bien payé. J'étais prête à être sa sugar mama, à condition qu'il mette en place un vrai plan pour se remettre financièrement sur pied. Il a dit non. J'ai dit au revoir. 5 mois plus tard, il est revenu en me disant qu'il avait changé d'avis. Trop tard. Histoire 11. Je lui avais dit de ne surtout pas acheter de voiture dans un garage, acheter ici, payer ici. On avait 18 à 19 ans, sans historique de crédit, donc c'était la seule façon d'obtenir un financement, à des prix absurdes. Mais en réalité, prendre un crédit auto à cet âge, sans revenu stable, est une très mauvaise idée. Notre relation est devenue à distance pendant un moment. Et, elle a quand même acheté une voiture dans un de ses garages. Je lui ai demandé pourquoi. Elle avait déjà une voiture qu'elle pouvait utiliser, celle de son père. Pourquoi ne pas avoir attendu que je revienne en ville pour qu'on cherche ensemble? J'avais reçu une formation militaire sur la façon de ne pas se faire arnaquer en achetant une voiture, des présentations PowerPoint et tout. J'aurais pu l'aider. Elle s'est énervée. Pourquoi tu ne peux pas juste être content pour moi? J'ai enfin ma propre voiture. Mais elle a quand même admis que ses paiements étaient trop élevés. Je n'ai pas dit je te l'avais dit, mais c'est ce que je pensais tout du long. Il ne restait plus grand-chose avant que notre relation longue distance prenne fin. Nous nous sommes rencontrés après le lycée. Je me suis engagée dans l'armée et nous avions prévu d'emménager ensemble après mes 18 mois de formation. Mais ouais, on a eu quelques moments comme ça, et au final, c'est elle qui m'a poussé à rompre. Elle a essayé de me récupérer au fil des années, mais j'apprenais sans cesse de nouvelles mauvaises décisions qu'elle avait prises. J'ai fini par me dire que je ne voulais pas avoir à supporter le poids de ses erreurs si nous nous marions un jour. Histoire 12. Elle était plutôt intelligente sur le plan académique, mais elle manquait cruellement de bon sens. Quand on a commencé à sortir ensemble, c'est elle qui conduisait, car je n'avais pas de voiture. C'était en plein hiver, il faisait un froid glacial. Elle s'est excusée, puis elle a baissé les fenêtres et allumé la climatisation froide pour empêcher les vitres de s'embuer. J'étais sous le choc, mais je ne voulais pas la vexer. Alors, je lui ai demandé pourquoi elle ne mettait pas le chauffage pour désembuer les vitres. Ça ne marche pas. Tu veux dire que ton chauffage est en panne? Non, le chauffage marche très bien. Mais ça ne désembue pas mes vitres. Elle pensait sérieusement que les lois de la physique ne s'appliquaient pas à sa voiture. Elle a voulu me prouver son point en augmentant la température d'1 degré pendant 5 secondes. Quand ça n'a pas fonctionné, pour elle, c'était une preuve irréfutable. J'essayais de comprendre. Je ne suis pas mécanicien moi-même, et je savais qu'elle était intelligente. Le plus bête dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à douter de moi. Lol.
Je l'ai finalement convaincue d'essayer avec le chauffage au maximum pendant 1 minute. Elle a été surprise de voir que le pare-brise s'était complètement dégagé. Cette pauvre femme a fait 2 heures de trajet chaque jour, pendant 3 ans, avec les fenêtres ouvertes et la climatisation glaciale en plein hiver. Aucune idée du nombre d'amis et de partenaires qu'elle a trimballés dans ces conditions. Histoire 13. Aujourd'hui, j'ai eu une petite crise de colère parce que mon MacBook tout neuf refusait de se connecter à Internet. Je suis retournée au magasin pour le rendre, mais ils ont refusé de le reprendre. Je suis donc rentrée chez moi et j'ai essayé de trouver une solution. Je me suis assis à côté de la box Wi-Fi et j'ai recommencé à entrer le mot de passe encore et encore, de plus en plus stressée à l'idée d'avoir perdu 1 000 $. Tout le monde essayait de me calmer, y compris ma copine. Elle me rassurait en disant qu'on allait trouver une solution, qu'ils accepteraient peut-être le retour, et elle essayait de me changer les idées. Finalement, j'ai regardé de très près le mot de passe Wi-Fi. Les 2 premiers chiffres étaient 63. Depuis le début, j'écrivais 62. J'avais inversé le 3 et le 2 et j'étais absolument convaincue que c'était 62. J'ai passé 4 heures à essayer de réparer un problème qui n'existait pas. J'ai regardé ma copine et j'ai dit « Je suis tellement stupide ». Elle a répondu « Je sais. Et ça me rend meilleure. Dites ce que vous voulez, mais je l'aime, et j'ai de la chance qu'elle apprécie toujours ma compagnie. » Histoire 14. 3e rendez-vous avec une fille que j'avais rencontrée à un mariage. Tout se passait super bien. Pour cette 3e sortie, je lui ai proposé une randonnée dans un endroit assez connu, avec une petite rivière et d'énormes rochers. C'était une sortie d'une journée entière à cause de la longue route pour y arriver. On passait un bon moment, et on est tombé sur une famille avec 5 enfants et leurs parents. Elle m'a regardé et a dit « Burk, seuls des gens comme ça iraient nager dans une rivière. » Avant que je puisse répondre, un couple est passé à côté de nous et nous a dit « Bonjour. » J'ai répondu « Salut, quoi de neuf les gars ?» Elle s'est retournée vers moi et a levé les yeux au ciel. J'aimerais qu'il y ait un endroit où on puisse juste être laissé en paix, sans avoir à s'inquiéter de se faire voler, blesser, ou voir des choses dérangeantes. Tu vois ce que je veux dire? Je suis restée figée. À ce moment-là, un ami à moi est passé par hasard, m'a vu, et a couru vers moi pour me dire bonjour. Il a regardé mon visage et a immédiatement dit « Je vois que tu es occupé, je te parlerai plus tard. » Ce bref échange avec mon ami m'a permis de réaliser une chose. Le trajet du retour allait être long. Et franchement, je n'avais aucune envie de rendre la situation plus gênante qu'elle ne l'était déjà. Elle m'a demandé, à 10 minutes de chez elle, si je voulais dîner. J'ai répondu « Absolument ». Mais au lieu de nous diriger vers un restaurant, nous nous sommes arrêtés devant chez elle. Elle a dit « Je croyais qu'on allait dîner ?» Je lui ai répondu « Tu m'as demandé si je voulais dîner. Je n'ai jamais dit que je voulais manger avec toi. » J'ai tendu le bras, ouvert la portière de son côté et fait un geste pour lui indiquer de sortir de ma voiture. Elle a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Je ne tolère pas ça. Et c'était terminé. Histoire 15. J'ai rencontré une fille en ligne, et on a convenu de se voir en personne pour notre premier rendez-vous. Elle est arrivée avec 40 minutes de retard. Aucun message, aucun appel. Juste 40 minutes de retard, comme si de rien n'était. On s'était donné rendez-vous dans un restaurant. J'ai attendu 20 minutes avant de commander quoi que ce soit, mais au bout d'un moment, j'ai pris un amuse-bouche en me disant que si j'étais coincée seule, je mangerais le reste chez moi. Et puis, elle a fini par arriver. Elle était toute souriante, disant que c'était génial de me rencontrer enfin, etc. Une fois qu'elle s'est installée, je lui ai demandé si tout allait bien, étant donné qu'elle était très en retard et n'avait répondu à aucun message. Et là, je vous jure, elle me sort. Oh, ouais. Je suis juste vraiment mauvaise avec la ponctualité. C'est nul. Je dois m'améliorer, surtout que je veux une famille un jour. Sérieusement? Tu veux une famille? Et ça commence par rencontrer un mec. Et si tu veux garder ce mec, tu arrives à l'heure. Et tu ne lui fais pas perdre 40 minutes sans la moindre explication. Mais attendez. Le rendez-vous s'est bien passé. On a eu une bonne discussion. Donc, je lui ai donné une autre chance. Peut-être qu'elle me considérait comme une possibilité sérieuse et ferait un effort pour être à l'heure pour le prochain rendez-vous. Le 2e rendez-vous était prévu quelques jours plus tard. Juste une petite randonnée tranquille. Une promenade, en gros. Elle a eu 1 heure de retard. J'ai abandonné après 45 minutes. Elle m'a envoyé un message 15 minutes plus tard en disant qu'elle venait d'arriver, mais qu'elle ne me trouvait pas. C'est un manque total de respect pour mon temps. Mesdames et messieurs de Reddit, ne tolérez jamais quelqu'un qui ne respecte pas votre temps. Le temps est précieux, et si quelqu'un le gâche sans aucun remords, alors laissez-le tomber. J'ai appris ma leçon. Histoire 16. Ma fiancée et moi avons déménagé dans un nouveau pays il n'y a pas longtemps.
J'avais prévoyé une bonne réserve de shampoing et d'après-shampoing, car j'aime cette marque et j'ai parfois des problèmes de pellicule. Environ 3 mois après notre installation, j'ai remarqué que mon flacon de shampoing était presque vide. Ce qui était étrange, car j'ai les cheveux courts et j'en utilise très peu chaque jour. En général, ces bouteilles me durent 1 an ou plus. Eh bien, figurez-vous que la femme que j'aime, qui ne m'a jamais vu utiliser de gel douche en 6 ans de relation, qui souffre d'une éruption d'acné sur tout le corps depuis 3 mois, qui a blâmé l'eau, le climat, absolument tout pour expliquer son problème, a décidé qu'après avoir lu l'étiquette clairement marquée dans sa langue maternelle, indiquant shampoing et après-shampoing, j'avais soudainement commencé à utiliser du gel douche. Et comme elle n'avait pas envie d'en acheter, elle a juste utilisé le mien. Elle ne comprenait pas pourquoi elle se sentait toute gluante la nuit, ni pourquoi son acné était si mauvaise. Elle ne se rinçait pas assez bien. Une semaine après cette discussion, tout allait mieux. Fini les draps de lit collants. Fini l'acné sur tout le corps. Fini les glissades sur le sol à cause des quantités absurdes de shampoing. Heureusement, j'avais un flacon de secours. Et oui, j'ai fait une étiquette spéciale pour elle, histoire d'éviter toute confusion à l'avenir. Histoire 17. Je suis partie en vacances d'été avec ma sœur et son mari dans un parc national très populaire. Les randonnées y sont incroyables, et nous avons passé un super moment. Paysage magnifique. J'ai pensé que ce serait un endroit idéal pour un rendez-vous, car il y avait un hôtel sur place, un restaurant, une piscine, etc. À cette époque, je parlais avec un gars que j'avais rencontré lors d'une convention et que je connaissais depuis un moment par l'intermédiaire d'un ami. Quand je l'ai rencontré pour la première fois dans le circuit des conventions, je vivais un divorce difficile. Mon ex-mari était un accumulateur compulsif, et ce gars avait été très compréhensif et agréable à qui parler. 1 an plus tard, nous avons eu un premier rendez-vous, qui s'est très bien passé. C'était juste avant que le Covid ne frappe. L'un des derniers moments de plaisir social que j'ai pu vivre. 1 an après, il m'a dit qu'il voulait me revoir pour un autre rendez-vous. Il vivait dans un autre état, assez loin, donc j'ai pensé que ce parc avec hébergement pourrait être un bon plan. Il disait adorer la randonnée, alors on a fait des plans, et il a fait la route. J'ai vérifié le prix des chambres, et il m'a dit qu'il était d'accord pour partager les frais. Tout allait bien, jusqu'à quelques jours avant notre voyage. Il m'envoie un message pour me dire qu'il avait reçu une prime au travail et qu'il l'avait utilisée pour acheter un pass à vie dans une salle d'arcade populaire avec des machines rares. Un pass à vie? Ça t'a coûté combien? 4 000 $. Ouch. Bon, c'est son argent, ce n'est pas à moi de juger. Mais quand même. Le jour du départ, il est venu chez moi, et on a pris ma voiture pour économiser de l'essence. J'habite dans un état où l'herbe est légale, et il m'a demandé si on pouvait s'arrêter à un dispensaire sur la route, car il voulait tester des édibles. Je l'ai prévenu. Fais gaffe, ça peut être très puissant si tu n'as pas l'habitude. Mais il insistait sur le fait qu'il gérerait et que se défoncer en pleine nature serait fun. On s'est donc arrêté, il a acheté une barre de chocolat infusé, et moi, quelques trucs pour moi-même, je suis une grande amatrice du jazz cabbage. Je lui ai expliqué clairement. Prends juste un tout petit morceau avant la rando pour voir comment ça te fait effet. Il m'avait dit adorer la randonnée et en faire tout le temps. Bon. Les sentiers n'étaient pas difficiles, mais il portait des vieilles baskets trouées. J'ai supposé qu'il avait de meilleures chaussures dans son sac. Non. Les 10 premières minutes de marche, il soufflait comme un bœuf et était prêt à s'évanouir. Je lui ai demandé s'il allait bien, il a répondu ouais. On a fait plein de pauses. J'avais pris de l'eau en plus et j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Au bout d'un moment, il commençait à apprécier, alors je l'ai encouragé à rejoindre un super beau point de vue. Je n'avais pas réservé une chambre et fait 2 heures de route pour marcher 10 minutes et rentrer. Mais il glissait sans arrêt, tombait tout le temps, et a failli chuter d'une falaise. Quand j'ai vu qu'il ne contrôlait plus rien, j'ai décidé qu'il était temps de rentrer, d'aller s'enregistrer à l'hôtel et d'aller dîner. 1 heure aux toilettes. Une fois hors du sentier, on est passé par le pavillon des visiteurs. Il a dit qu'il devait aller aux toilettes. Il y est resté 1 heure. À un moment, j'ai même demandé à un inconnu d'aller voir ce qu'il fabriquait. Le gars est revenu et m'a dit. Il va encore prendre quelques minutes. On a enfin récupéré la clé de la chambre et on est monté. Pendant qu'on se préparait, il a commencé à devenir un peu romantique. Je me suis laissé aller, ça commençait à devenir sympa. Il m'a dit qu'il se sentait super bien et qu'il allait reprendre un peu de sa barre de weed. Bon, ok. On ne va plus randonner, c'est un adulte, il fait ce qu'il veut. Le dîner, le malaise total. Je ne m'attends pas à ce qu'un mec paie mon repas. Je suis une grande fille, je peux partager la note sans problème. Mais au final, j'ai tout payé. Il m'a dit qu'il était fauché. Et là,
J'ai immédiatement repensé à son pass arcade à $4000 et à ses achats de weed. Mec, t'es vraiment en train de saboter ton propre rencard, là. La nuit, la catastrophe. On est rentré dans la chambre, et il voulait s'amuser. Mais à ce moment-là, l'édible le frappait de plein fouet. J'ai direct compris qu'il n'était pas en état pour quoi que ce soit. Mais il insistait. Puis, ça a basculé. Il a commencé à faire un bad trip. J'ai dû m'occuper de lui pendant qu'il pleurait en racontant ses traumatismes d'enfance. Il a sangloté et s'est endormi nu en plein milieu du lit. J'ai décidé de prendre un bain. Quand j'ai eu fini, il était complètement KO, étalé en étoile sur le lit, et honnêtement, je n'avais plus aucune envie d'être avec lui. J'ai pensé à le laisser là, mais je savais que ce n'était pas correct de ma part. Malgré le désastre total qu'avait été ce rencard, j'ai séché la baignoire, j'ai mis des couvertures et un oreiller dedans, et j'ai dormi dans la baignoire. Le lendemain matin, le trajet de retour a été très gênant. Il n'a jamais payé sa part de la chambre non plus. Le pire, c'est qu'il pensait que le rendez-vous s'était super bien passé. Il m'a même demandé si je pouvais faire encore 2 heures de route dans la direction opposée pour l'emmener à son arcade. Je lui ai répondu que je travaillais ce soir-là et que ce n'était pas possible, surtout après cette catastrophe. Je l'ai laissé en Luc pendant un moment, histoire de réfléchir à comment aborder la chose. Finalement, je lui ai dit clairement que non, ça ne s'était pas bien passé. Je lui ai dit que j'appréciais son effort pour me connaître, mais que ce rendez-vous, c'était un gros non. Histoire 18. Mon ex était graffeur. Autrement dit, chômeur. Pendant le confinement, on a adopté un chien. À ce moment-là, je travaillais 2 jobs et j'étais en cours. J'étais constamment épuisée et remplie de rançéures, parce qu'il ne faisait rien à l'appart. Quand je nettoyais, le lendemain, l'évier débordait de vaisselle, et ses affaires vêtements, chaussures, bobes de peinture, etc. étaient éparpillées partout. Son excuse ? Je m'occupe du chien. Traduction. Il retrouvait 2 potes au parc à chiens et passait 3 à 5 heures à fumer des clopes et glander, pendant que je bossais. Un jour, je rentre de mon 2e job. J'enlève mes chaussures, j'avance dans le salon, où il est avec le chien. Et là, je marche sur quelque chose de mou. Je baisse les yeux. J'ai marché sur une banane entière, non épluchée. Agacé, je demande. C'est quoi ce délire ? Pourquoi il y a une banane par terre ? Il lève les yeux de sa console, me regarde sans expression, et dit. C'est ça, avoir un chiot. Sauf que notre chien dormait tranquillement sur le canapé, sans aucun signe d'intérêt pour la banane, qui à l'époque était plus grosse que lui. On a rompu un mois plus tard. Oh, le jour de mon anniversaire. 2 jours après, j'avais trouvé un appart, pris le chien avec moi, et accepté un nouveau job. Un job qui payait plus que mes 2 anciens boulots réunis et qui avait un vrai équilibre vie pro-vie perso. Histoire 19. J'ai emménagé aux États-Unis depuis l'Irlande. L'une des premières filles avec qui j'ai eu plusieurs rencarts et que j'aimais bien. On en était au stade, apprenons vraiment à nous connaître. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire quand elle était enfant. J'étais captivée en l'écoutant parler de ses rêves d'enfant, en passant de princesse à astronaute, puis à quelqu'un qui voulait changer le monde. Puis, elle m'a posé la même question. Et avant même que je puisse répondre, elle a compati en disant que mon enfance avait dû être très difficile. Interloquée, je lui demande pourquoi. Elle m'explique qu'elle imaginait que j'avais dû passer tout mon temps à travailler dans la ferme familiale, tout en m'éduquant comme je pouvais. Pardon ? Je lui demande ce qu'elle veut dire, et en gros, elle croyait que tout le monde en Irlande était fermier et qu'on n'avait pas d'école. Quand je lui ai dit que non, que j'étais en fait d'une des grandes villes du pays, à peu près de la taille de Cleveland, et que j'avais un diplôme d'une université prestigieuse, elle refusait de me croire. Elle a fini par concéder qu'il y avait peut-être quelques écoles en Irlande. Mais elle ne comprenait pas qu'on ait des universités. À ce stade, elle me traitait limite de menteur, persuadée que j'inventais tout ça. Histoire 20. À l'époque, je n'avais pas encore de smartphone. Mais ma copine, oui. Je voulais aller voir un concert à Chicago, et je cherchais l'adresse exacte du lieu. Je l'appelle, et je lui demande de chercher sur Google Maps. Je lui donne les rues où je suis, et je lui demande dans quelle direction aller. Et elle n'arrivait pas à me dire où aller. J'ai dit, quand tu regardes une carte, le haut, c'est le nord. Mais elle n'arrivait pas à comprendre. On a fini par se disputer à cause de ça. Et quand j'ai enfin trouvé le bar, le concert était complet. C'était l'un de ces moments où je ne savais plus comment expliquer autrement ce concept des directions. J'ai dit, si tu regardes la carte, et que l'endroit où je suis est à gauche par rapport au bar, alors le bar est à l'est de moi. Mais elle était incapable de me répondre. C'était très bizarre. Le plus fou, c'est qu'elle avait toujours vécu à Chicago, mais elle ne savait pas se repérer dans la ville. À chaque fois que je savais où aller, elle était étonnée.
Chicago est une ville plate avec des rues en grille, et au sud, elles sont numérotées. Chaque panneau indique les numéros des blocs, donc en regardant simplement un croisement, tu sais exactement où tu es. Mais pour elle, c'était trop compliqué. Elle était constamment perdue. Histoire 21. J'ai fréquenté une fille qui était extrêmement préoccupée par le Covid quand la pandémie a commencé. Elle vivait chez ses parents, avec son frère et sa fille en bas âge. Donc, pendant toute la pandémie, elle évitait de sortir parce qu'elle avait peur d'attraper le virus et de le transmettre à sa famille. Elle m'obligeait même à faire un test Covid avant qu'on se voie si j'avais été en public. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Moi-même, je n'étais pas très inquiet par rapport au Covid, mais je pouvais comprendre pourquoi certains l'étaient, et je respectais son point de vue. Puis un jour, elle me dit qu'elle va participer à une manifestation BLM. Donc, sortir dans la rue, entourée de plein d'inconnus, sans savoir s'ils sont malades ou pas. Je lui demande. Pourquoi tu fais ça si tu as si peur du Covid? Je veux dire. C'est elle-même qui disait qu'elle avait peur d'attraper le virus, de le transmettre à ses parents âgés, qui pourraient ne pas survivre, et à sa fille. Et elle me répond. Oui, mais ça, c'est important. Donc, si je comprends bien, tu es terrifié à l'idée d'attraper le virus. Tu es persuadé qu'il pourrait te tuer ta famille. Tu prends toutes les précautions possibles pour l'éviter à tout prix. Mais tu es prête à tout risquer juste pour protester dans la rue. Histoire 22. J'ai fréquenté une fille qui avait un diabète de type 1. J'étais hésitant dès le début, parce que j'ai la garde partagée de ma petite fille, et elle est tout pour moi. Ma priorité, c'est qu'elle passe assez de temps avec moi, son père, qui travaille à plein temps. Mais la fille que je fréquentais, elle était jalouse de l'attention que je donnais à ma fille. J'ai essayé de ne pas lui en vouloir. Elle manquait d'affection, ça se voyait. Mais le vrai problème, c'était sa manière de gérer son diabète. Elle passait ses journées à manger des sucreries, des beignets, des bonbons, et quand elle dormait chez moi, elle faisait des crises toute la nuit. J'essayais de la convaincre de prendre son insuline, mais elle refusait. Et elle recommençait à faire des crises dans son sommeil. Mais ce n'est même pas ça le pire. Le vrai choc? Cette fille était mince. Un M68, 50 kg, avec des formes très marquées. Le genre de physique que tous mes collègues avaient remarqué, et ils me disaient « Bien joué, mec ». Mais chaque fois qu'on était intime, il y avait une odeur insupportable. Un truc vraiment désagréable. À force, ça me bloquait totalement. Elle pouvait être aussi attirante qu'elle voulait, je ne pouvais plus. L'odeur était trop forte. Finalement, j'ai rompu avec elle. Je voulais juste passer du temps avec ma fille. Je ne voulais pas de relation, encore moins avec quelqu'un qui ne prend même pas soin de sa santé. 2 mois après, j'en ai parlé à une amie commune. Et là, elle m'a éclairé. Cette fille prenait des laxatifs tous les jours, depuis des années, pour rester mince. C'est sûrement ça qui causait l'odeur. Vraiment dégueulasse. Histoire 23. Tout commence quand j'avais 12 à 13 ans. J'avais un crush sur une fille de mon collège. Je l'ai invitée à sortir avec moi pour des petits rencarts d'ados. Et ça a super bien accroché.